Radio Juriste présente le mémorial de Caen avec Gaël et Basile et Martin. Bienvenue en droit, pauvre de toi. Bienvenue en droit, pauvre de toi. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, Maître Gaël, Maître Basile, bonjour à tous et bienvenue en droit pour cette émission spéciale concours de plaidoirie en direct du mémorial de Caen. Émission délocalisée en Normandie ce week-end pour une raison bien particulière, le concours international de plaidoirie pour les droits de l'homme. C'est chaque année à la fin du mois de janvier sur tout un week-end et ça se traduit par 3 événements, Gaël. Oui, bonjour Maître Martin, Oui. J'ai oublié Madame la Présidente, Oui, Mesdames, oui. Messieurs les jurés. Aujourd'hui on est au concours des avocats, mais hier on était donc au concours des élèves avocats et vendredi c'était les lycéens qui participaient. Donc lycéens de toute la France, élèves avocats de toute la France, mais avocats du monde entier. Ouais, et chez les lycéens, c'est une Rennaise qui a gagné. Bravo Oui. à Valérie Tête. Oui, et sur quel sujet elle a gagné? Togo. Le Togo. C'était sur- les enfants sorciers. Ouais, Oui, accusés c'était de ça. sorcellerie, Oui, ouais, c'est ça. exactement. Bon, Radio Juriste est sur le coup, bien sûr. On va tenter de couvrir cet événement donc, qui se déroule sur 3 jours. Et autour de moi pour m'épauler, dans cette lourde tâche, bien sûr, Basile Rousseau, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, Mesdames, Messieurs les hautes personnalités, C'est vrai, on a entendu ça. puisque la formalité est de rigueur. Oui. Et puis, je suis très content d'être là, quoi. Tout à l'heure, c'est un jour merveilleux. tu as eu les poils qui se sont hérissés Effectivement, ouais. pendant la phrase là, de Christiane Ferral-Schult qui disait je déclare ouvert la 30e édition du concours international de plaidoirie. Ouais, exactement. T'as ouais. frissonné, hein. Ouais, surtout que Madame Schul, si je peux Oui. l'appeler comme ça, est quand même la présidente du Conseil national des barreaux, Oui, ce qui n'est pas rien. ce n'est pas rien. Alors Basile, quid de ton expérience de plaidoirie? Alors écoute, mon bon Martin, Oui. j'ai passé 3 concours de plaidoirie dans ma vie, enfin 2 concours de plaidoirie et un concours d'éloquence pour être exact, qui sont terminés par 3 échecs cuisants, comme tout ce que j'entreprends. Je suis pas convaincu que le dernier soit un échec, hein. Non, le dernier, non, c'est vrai que j'ai passé des tours, j'ai quand même passé des tours, j'ai Ouais. fini 2 fois premier, 1 fois deuxième, mais... C'est loin d'être un échec, on est d'accord. Oui, non, justement. non, mais alors justement, personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Mais je n'ai jamais gagné. Et je suis très déçu parce que quand on va en finale au concours Lysias de Rennes, la finale se déroule dans le Parlement de Bretagne. Et dans la salle Des cours d'assises. Ouais, dans la salle d'audience Ouais. de la cour d'assises, donc avec Avec les petits angelots et les moulures, dorures. les moulures, tout Les ça. moulures. Les Ouais. moulures. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors Gaël, quid des concours de plaidoirie? Mais écoutez, moi, je parlerai plus. Moi, je trouve que mon échec est un petit peu plus Cuisant, échec. encore ouais. plus cuisant. Non, moi, j'ai participé à un seul concours d'éloquence et non de plaidoirie. Encore une fois à Rennes avec l'association Lysias. Et moi, j'ai été éliminée dès le premier tour. Hein. Ah ouais. Ouais, mais ils en prenaient 5, je devais être 6e. Et alors, ce qui était particulier, c'est que les jurys étaient différents d'un amphi à un autre et on passait en même temps. Donc c'était, Pas forcément j'étais en équitable, quoi. compétition avec les gens de mon amphi, mais pas avec tous les gens qui participaient au concours. Et Gaël, juste c'est quoi la différence entre un concours de plaidoirie et un concours d'éloquence? Alors, un concours de plaidoirie, c'est ce qu'on voit ce week-end au Mémorial de Caen. C'est la défense d'un cas avéré ou fictif, mais finalement, on se place vraiment dans la position de l'avocat qui défend un client. Ouais. Alors que le cas De du l'éloquence? concours d'éloquence, pour vous donner un exemple, mon sujet était un intellectuel assis. Non, va-t-il plus loin qu'un con qui marche ou l'inverse? Un con qui marche va-t-il plus loin qu'un intellectuel assis? Et donc c'est des sujets beaucoup plus légers entre guillemets, pas, mais donc on doit défendre la négative ou la positive. On est imposé sur notre sujet, Ouais. ce qui peut arriver en plaidoirie aussi, mais le sujet est beaucoup moins juridique, on va dire. D'accord. Alors au programme de cette émission, donc j'aurais souhaité que tel un tabouret de guingois, cette émission repose sur 3 pieds, uniquement pour l'expression un tabouret de guingois. Effectivement. Finalement, il n'y aura que 2 pieds.
Premièrement, le musée dans lequel nous sommes, donc, le mémorial de Caen. Donc on va parler un peu de ce mémorial de Caen. Et dans un second temps, on parlera du concours de plaidoirie qui a lieu en ce moment-là. C'est pour ça qu'on parle pas très fort. C'est ça qui est incroyable. Ils sont derrière là. Là, il y a un candidat qui parle. Il y a un avocat. C'est le concours, c'est le grand concours du dimanche 27 janvier pour tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Des téléspectateurs. Grâce à cette petite caméra qu'on a embarquée. Des TV-spectateurs. Des TV-spectateurs. Cette émission risque d'être décousue. On va avoir des interviews, des invités. Mais la question, c'est de savoir qui et quand. Et ça, on n'a pas de réponse encore. Donc il est possible qu'on fasse certaines coupes en plein pendant l'émission et qu'on reprenne. Ça sera des cuts qui ressembleront à ça. Et de retour dans les locaux de Radio Juriste en direct de Caen. Basile, on va commencer par une présentation de ce musée qui est ton musée préféré, curieusement. Effectivement, c'est mon musée préféré et ce depuis l'âge de mes 8 ans, je dirais. Donc ça fait déjà belle lurette. Oui. Pourquoi c'est mon musée préféré ? Parce qu'il m'inspire énormément. Alors tu vas me dire, c'est marrant que ça t'inspire, c'est important, mais de là à ce que ça soit ton musée préféré, c'est quand même un musée qui porte sur la Seconde Guerre mondiale. Eh bien non, pas seulement, c'est un musée qui est effectivement relate les faits qui se sont passés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un musée aussi qui va parler de la paix qui est fragile finalement. Cette paix depuis la Seconde Guerre mondiale qui est maintenue, mais on a connu, il y a eu la guerre froide, il y a eu la guerre d'Indochine. Oui, il y a eu la guerre de Corée aussi. Voilà. Et on sait que c'est une paix fragile et c'est grâce à ce genre de musée et de mémorial, pour moi ça participe au maintien de cette paix. D'ailleurs, je sais pas si c'est un musée et un mémorial, je sais pas si tu vois, c'est la même chose. On peut pas parler juridiquement, mais non, je pense que il y a une perspective en plus, quoi. C'est mémorial, c'est pas juste un musée. C'est exactement ça. Vous me coupez l'herbe sous le pied. J'en suis là. Ah, on commence à se vous voyez, c'est le côté sérieux, avocat, sérieux. D'accord. J'ai l'impression que la solennité. Et donc pour être plus précis, le mémorial de Caen, c'est donc un musée situé à Caen qui est consacré à l'histoire du XXe siècle. Et la thématique de ce musée, c'est du coup la fragilité de la paix dans le monde. Voilà, depuis la fin du XXe siècle. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et important. Et c'est là où je veux en venir. Pourquoi moi je me suis intéressé fortement à ce musée, parce que je viens pas de Caen, donc c'est pas une question de j'y allais quand j'étais petit tout le temps, quoi. C'est qu'en fait moi j'ai eu la chance dans mon école en primaire de recevoir chaque année un ancien déporté qui s'appelait Monsieur Friedman, Abraham Friedman, qui est décédé en 2014, paix à son âme, comme on dit, et qui venait nous raconter ce qui s'est passé dans sa vie. À quel âge t'entendais ça ? Quand j'étais en primaire, donc 8 ans. T'avais moins de 10 ans. Ouais, moins de 10 ans. Ouais. Et il a été déporté à Auschwitz. Et donc, vous imaginez bien que c'était pas foufou comme histoire, plein de joie, mais c'est hyper important. Et en fait, le fait que ça soit lui qui soit venu nous en parler, alors il venait tous les ans, il est venu aussi dans mon collège, donc j'en entendais parler chaque année. Et ça m'a poussé à moi-même me renseigner, et surtout ça m'a vachement marqué, quoi. Et pour moi, c'est hyper important qu'il y ait des gens qui fassent ce boulot de transmission de cette sombre période de l'histoire. Et le mémorial de Caen est là pour ça, parce que quand on regarde leur programme, justement, ils reçoivent énormément d'anciens combattants, d'anciens déportés. Et puis ils organisent des événements comme aujourd'hui qui participent à cette mémoire collective qui est importante. Ouais. Des petits chiffres, des petits chiffres, oui, sur ce musée. Alors c'était jadis le musée le plus visité de France, il y a quelques années, et ça n'est plus le cas. Ah oui. Non, c'est plus le cas, mais le mémorial de Caen a reçu déjà le label Musée de France et fait partie de l'International Network of Museum for Peace. Toujours un très très bel accent anglais, c'est pas grave. Ouais. On fera avec. C'était en 2007 le musée le plus visité, hors Île-de-France quand même. Oui. Peut-être qu'ils ont perdu leur titre à cause des travaux aussi, c'est possible. Parce que je crois qu'ils ont été en travaux pendant quelques années. Là. Ouais, il y a eu 2-3 sessions. Pas vraiment que de rénovation, mais ils ont ouvert d'autres parties au musée. Donc c'est Mitterrand qui a inauguré ce musée, et c'est le maire de Caen à l'époque qui a lancé l'initiative de ce musée qui s'appelait Jean-Marie Giraud. C'était en 1969. Et il a été inauguré en 1986 par le président de la République française, François Mitterrand. Alors moi du coup je suis jamais allée au mémorial de Caen en tant que visiteur, et j'aimerais avoir un
j'aimerais que tu me donnes envie d'y aller. Je ne sais pas du tout ce qui s'y trouve. Donc, Des arguments, Basile. Des arguments, Vends-nous Basile. le mémorial de Caen. Alors le mémorial, ça ne porte pas que sur la Seconde Guerre mondiale et pas que sur le débarquement. Il y a des nouvelles salles qui ont ouvert et notamment maintenant il y a des salles où ça parle de la guerre froide, c'est consacré à la guerre froide et globalement au maintien de la paix dans le monde depuis la fin du XXe siècle. Donc c'est extrêmement intéressant et comment ça se présente. Alors il y a énormément de vidéos, d'archives, de photos d'archives, d'enregistrements. Là il y a une salle qui va être construite où il y aura que des sons d'époque pour essayer de revivre un petit peu l'ambiance de l'époque. Il y a évidemment des choses interactives avec des reconstitutions, des maquettes, des choses comme ça, des chars d'assaut, des objets de l'époque. Il y a même un bout du mur de Berlin. Il y a un bout du mur de Berlin et puis il y a les cimetières qui entourent le mémorial, qui sont plus des lieux de recueil qui sont là pour cultiver la mémoire de cette sombre période. Ça propose même un circuit, on peut aller voir les plages du débarquement, etc. Avec des bus. Ah oui, c'est très très bien organisé. C'est très organisé, très bien. Eh bien, on reçoit, comme par magie, Isabelle Bournier, directrice des affaires culturelles et du département pédagogique au Mémorial de Caen. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Alors on est en plein pendant une plaidoirie, il me semble, c'est ça ? Ouais, on tourne la tête à gauche, oui c'est ça. On ne pourrait pas être plus en live. C'est très très curieux de faire une émission du haut de notre perchoir avec des gens qui passent à côté de nous, mais c'est comme ça, les émissions délocalisées. Alors est-ce que vous pouvez commencer dans un premier temps par vous présenter ? Eh bien, donc je m'appelle Isabelle Bournier, je suis la directrice culturelle et pédagogique du Mémorial et puis comme le titre l'indique, eh bien je m'occupe entre autres des 3 concours, le concours lycéen du vendredi, celui des élèves avocats du samedi et évidemment le concours international des avocats du dimanche. D'accord. Le plus prestigieux des 3 concours, c'est celui du dimanche, où vous mettez à niveau égal les 3 ? Ce n'est pas tellement sous cet angle que nous réfléchissons en fait. Oui. On ne cherche pas le prestige, on cherche plutôt l'engagement. Et j'avoue que les 3 concours sont différents par nature. Mais du point de vue des organisateurs, et pas seulement de moi, le concours des lycéens dégage énormément d'énergie et nous séduit vraiment très particulièrement. Donc non, le prestige n'est pas tellement n'est pas du tout d'ailleurs un des critères des concours, ni même du mémorial en général. Et vous trouvez vos candidats auprès des lycéens. Est-ce que vous avez de plus en plus de candidatures ? Est-ce que vous réussissez à trouver des volontaires ? Car ça peut être un exercice très impressionnant, surtout quand on a 17 ou 18 ans. C'est un exercice très impressionnant. Je dirais que les lycéens qui s'engagent, ils s'engagent en octobre, novembre. Ils commencent à écrire un petit résumé. Enfin, ça commence très modestement. Et à la fin de l'exercice, eh bien, il y a la finale au mémorial. Donc entre les deux, évidemment, il y a beaucoup de travail qui est réalisé. Je crois que quand ils s'inscrivent, ils ne se rendent pas compte du tout, même s'ils regardent les vidéos de la finale en podcast, de ce qui les attend. Et nous avons eu cette année 1200 candidatures de lycéens, ce qui est très stable par rapport aux autres années, sachant que nous avons imposé cette année le recours à la vidéo pour nous aider à départager les élèves. Donc les élèves qui souhaitaient devenir candidats devaient poster une vidéo de quelques minutes sur YouTube. Les représentants en train de résumer leur plaidoirie, si je me trompe. C'est ça, donc ils envoient quand même une fiche d'inscription, ils envoient non pas un résumé mais les intentions générales de leur plaidoirie. Ils envoient aussi les sources utilisées et leur motivation. Ça, ce sont déjà des éléments très importants pour nous. Et puis une vidéo de 2-3 minutes, peu importe la durée, qui doit nous donner l'envie de les retenir. Donc là doit passer la force de conviction, l'engagement personnel. On veut absolument éviter maintenant les exercices appris par cœur d'excellents élèves. La qualité n'est pas en cause, mais on recherche l'engagement. C'est intéressant, je trouve que ça se résume pas à des élèves qui sont déjà les premiers de la classe, entre guillemets. Il n'y a pas besoin d'être extrêmement scolaire pour
pour être engagée. Non, alors pour ça avoir reste un exercice très C'est un difficile, exercice parce difficile. qu'il faut quand même qu'elle soit écrite. À un moment donné, cette plaidoirie, il faut des arguments. Bon, tout ça, c'est difficile. Il y a une prise de parole en public qui est aussi difficile. Vous n'étiez peut-être pas là vendredi, Mais non, malheureusement. mais il faut savoir que les 14 équipes qui étaient présentes savaient leur texte par cœur. Il n'y a pas de pupitre, il n'y a pas de texte. Donc ça rend les choses encore plus C'est vrai. délicates. On a eu la chance quand même de venir hier pour le concours des élèves avocats et je voulais revenir sur ce que vous avez dit au tout début de l'émission, c'est que c'est peut-être pas le prestige que vous recherchez, mais c'est quand même un concours prestigieux parce que nous on a déjà fait des concours de plaidoirie et d'éloquence en fac de droit. Le niveau de ce concours de plaidoirie est très élevé quand même. Il faut s'en rendre compte, il y a un niveau, c'est impressionnant, que ce soit les élèves avocats ou les avocats. C'est vrai que vous disiez que les lycéens ne se rendaient pas compte même en regardant des vidéos. Nous-mêmes, on a regardé des vidéos avant de venir hier pour la première fois. C'est impressionnant. C'est très impressionnant, encore plus quand on est là physiquement finalement. Parce que déjà les vidéos, on ressent c'est très solennel, on sent la pression de se présenter devant plusieurs centaines de personnes. Mais là, l'émotion est encore plus forte d'être... En 3 dimensions, c'est vrai qu'on toujours plus, oui. prend la mesure du lieu et qui est non seulement grand, mais impressionnant et qui a une forte symbolique. Oui. Le Mémorial de Caen, s'il organise des concours de plaidoirie qui dénoncent des atteintes aux droits de l'homme, il suffit de se rappeler ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Et ça ancre, c'est ce que nous disaient des accompagnateurs de lycéens, ça ancre leur travail, leur plaidoirie Et ça dans nous donne quelque chose une de beaucoup plus responsabilité. profond qui les dépasse complètement et ça donne une ampleur, ça décuple l'effet. C'est vrai qu'on parle des candidats, mais on n'a pas parlé beaucoup du public et de l'importance de venir assister à ce genre d'événement. Parce que donc l'événement, est-ce qu'il est payant? Je crois pas. Non, pas Non, du tout. donc c'est gratuit, on pourra assister, il suffit Oui, de oui. s'inscrire C'est finalement ça, au préalable. exactement. Mais l'événement est gratuit en lui-même, ce qui est exceptionnel. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'impact aussi et de l'importance de pouvoir... Assister à ce Assister genre à de ça, concours. oui, oui. Et il faut s'inscrire avant pour venir. Oui, ça. alors les lycéens, le vendredi, on ne prend que des lycéens et collégiens pour assister au concours des lycéens parce qu'ils sont tellement nombreux et on refuse tellement de classes D'accord. qu'on leur réserve ce concours. Eux doivent s'inscrire à l'avance, on leur demande de travailler, on leur donne les causes, on ne leur donne pas les textes, mais on leur donne les causes. Et il y a un jury lycéen qui remet le coup de cœur des lycéens. D'accord. Donc les classes viennent de Normandie, mais aussi de l'extérieur. Qui peut être le même que le choix du jury. Les jurys sont indépendants. C'est ce qui s'est passé vendredi. Le choix des lycéens Oui, c'est a ça. été le même choix que celui du jury pour le premier prix. Oui. Parfois ce n'est pas vrai, parfois ce n'est pas le premier prix. Il faut respecter l'indépendance Bien des sûr. jurys. Le gagnant lycéen part toujours à New York. Toujours. Toujours. Et il va à l'ONU, il visite l'ONU. Ce qui est incroyable. Quand on arrive à l'ONU, on se dit je suis à l'ONU, c'est très très fort. Même si Je le peux bâtiment plus aller finalement, plus loin. si le bâtiment est tout petit dans Manhattan, l'ONU c'est tout petit. Ouais. Mais et puis on essaie, alors tout dépend de la cause qui gagne, mais de leur faire rencontrer un spécialiste de la question qu'ils ont étudiée. Et alors c'est parfois possible, parfois pas, ça dépend s'il y a des sessions ou pas. Ouais. D'un point de vue de l'organisation, qui invite le jury? Nous, le mémorial, oui. Ouais. Et tous les ans, le jury change. Et il Quasiment tous les jours déjà. Oui, alors, il change tous les jours. Oui, Ouais. Le jury du vendredi n'a rien à voir avec celui Ouais. du samedi, même du dimanche. Et les jurys sont constitués par des propositions de partenaires, et par les partenaires eux-mêmes, ce qui fige quelques membres du jury Chaque année. chaque année. Et puis nous essayons de l'ouvrir à d'autres personnes. Il faut juste éviter d'être trop nombreux parce que ça ralentit énormément les délibérations. C'est un concours donc international aujourd'hui. Est-ce qu'il existe d'autres concours internationaux dans le monde à De ce part type-là, de ouais. ce type? Je ne sais pas. Non. J'avoue que je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le concours des plaidoiries des avocats a fait des petits, Ouais. alors, à l'étranger, notamment le concours qui se déroule en Palestine. Voilà, c'est intéressant aussi finalement, de délocaliser Ouais. le concours de plaidoirie sur les droits de l'homme dans une région du monde. Oui. Et vous pensez que ça prend de l'ampleur? Il y a de plus en plus de gens
à le regarder, par exemple sur Facebook, parce que vous êtes en Facebook Live, il me semble. Là, on voit qu'il y a la télé qui est là, France 3, il me semble. Est-ce que ça prend de l'ampleur, parce que c'est important en ce moment, surtout, d'entendre parler des droits de l'homme. Je sais pas, ça fait 30 ans que ça existe. Est-ce que ça perd de son importance ou au contraire, est-ce que Non, ça gagne de l'importance et celui qui gagne le plus, c'est le concours lycéen. Ah oui. D'accord, donc ça c'est intéressant. Si je me trompe pas, on est à la 22e édition. Ouais. C'est ça. Du concours lycéen. Déjà 22 ans. Ouais. Peut-être que vous avez eu des candidats lycéens qui ont après passé le concours en tant qu'avocat. Il y en a eu qui sont devenus élèves avocats. Oui. On en a Justement, pour se renouveler dans les concours année après année, on est d'accord que les thématiques doivent être d'actualité ? Alors, le principe, c'est de choisir une cause librement, même si cette année nous l'avons limité aux 4 libertés. Bon, enfin, 4 libertés, c'est déjà très très large. Donc, on demande, alors là, quel que soit le concours, donc les règlements sont assez proches, de choisir une cause réelle et récente d'atteinte aux droits de l'homme à travers la plupart du temps d'une personne persécutée ou d'un groupe humain et de la défendre. Oui, c'est une cause d'actualité. Il n'y a pas de cause historique. D'accord, ok, c'est ce que je veux savoir. Est-ce que vous ne penseriez pas qu'un événement tel que celui-ci pourrait avoir intérêt à être encore plus médiatisé qu'elle ne l'est déjà ? On assiste à des plaidoiries qui sont parfois très juridiques, parfois moins, et je pense qu'elles restent accessibles. On a un public qui, j'imagine que vous ne faites pas de sondage, mais un public qui est plutôt varié, c'est pas seulement des anciens avocats ou des juristes, c'est un public de... Non, le public on dit tout public, c'est du grand public. C'est du grand public et je trouve que ça pourrait intégrer... que ce soit une émission, en tout cas que ce soit passé à une heure de grande écoute, justement écouté ou vu par le grand public, et ce serait extrêmement... Hier, à la sortie de la première, le midi, donc la première partie des plaidoiries, la première session, on a été à la rencontre des spectateurs, et il y avait notamment une jeune fille de 14 ans, une collégienne qui était en 4e, qui est venue, et on lui a demandé pourquoi elle venait, et elle nous a dit qu'elle était venue parce qu'il y avait notamment une plaidoirie sur l'homophobie en Tunisie, et que ça l'intéressait fortement parce qu'elle avait des amis qui souffraient en France, c'est ça qui est incroyable, d'homophobie tous les jours au collège, et elle disait voilà, ça rassure et c'est intéressant de savoir qu'il y a des outils, des institutions vers qui se tourner pour lutter contre ça. Et ça, il n'y a pas forcément de cours de droit en primaire ou en collège, et c'est ce genre d'événement. Non, il n'y en a pas, effectivement, oui. Ça éveille l'intérêt, ça fait découvrir des causes, parce qu'il y a aussi des causes que l'on découvre. Et puis malheureusement, il y a des causes qu'on le retrouve tous les ans depuis 30 ans. Et qui vont sûrement durer. Voilà, et qui continueront à apparaître dans nos concours. Alors c'est vrai qu'on a, nous, organisateurs, toujours l'impression de les retrouver. Ça sort un peu de l'actualité, mais non, ces causes sont toujours là, il faut toujours les défendre. Oui, c'est important. Et puis, comme disait la présidente du jury aujourd'hui, on ne se rend pas forcément compte que dans les pays qui nous entourent, on n'est pas protégé. Et en France, nous, on est habitués à être protégés. C'est ça, je trouve, qui était important aussi, c'est que de se rendre compte que même en France, il y avait des atteintes aux droits de l'homme, et que justement, je sais qu'hier, on a eu une plaidoirie sur une journaliste maltaise. Et il y a eu des jeunes du public qui disaient mais Malte, on y va en vacances et c'est à côté, et c'est important aussi de se rappeler que des affaires qui ne sont pas médiatisées ou très peu médiatisées sont à côté de chez nous. Tout à fait. Et vendredi, nous avons eu un jeune, c'était le jeune Normand en l'occurrence, qui a plaidé pour les oubliés de la République. Il a parlé de la Guyane. Il a dit la première chose que je vous demande de considérer, c'est que je vais vous parler de la France. Bien sûr, oui. Et finalement, on le redécouvre, ce sujet. Nous-mêmes, organisateurs, on se dit, mais on nous parle de la France. Petite fin de plaidoirie. C'est bon, on applaudit. Et donc, il y a une présélection des candidats. C'est vous qui effectuez cette sélection ? Selon les concours, le concours lycéen, nous le maîtrisons totalement. C'est-à-dire que nous commençons par une présélection. Alors, on m'a parlé des vidéos tout à l'heure. Donc, nous avons établi 14 jurys intermédiaires que nous appelons régionaux. D'accord. Donc, nous commençons déjà par recevoir 1200, 1300, selon les années, plaidoiries d'élèves que nous répartissons par jury régional. Et nous en sélectionnons, nous, Mémorial, 10 dans chaque jury régional. Ensuite,
ça c'est en novembre, en cours du mois de décembre, se tiennent ces jurys régionaux. Donc ils existent physiquement et nous nous rendons, nous, équipe du mémorial, dans chaque jury que nous avons constitué. Il y en a à Lyon, Marseille, Bordeaux, Paris, Strasbourg, Rennes, enfin, etc. En France, plus les DOM, plus les lycées français d'étrangers. Et là, chaque jury sélectionne son gagnant. Et ce gagnant vient en finale. D'accord. Donc D'accord. Ça, c'est pour les lycéens. décentralisés. D'accord. Les jurys, les élèves avocats sont sélectionnés par les écoles d'avocats. Il y a 11 écoles d'avocats en France qui nous présélectionnent les 11 finalistes. D'accord. Et les avocats, à nouveau, c'est une sélection directe au mémorial. Ils nous envoient leur plaidoirie, qu'elle soit vidéo, texte. Et en ce moment, on est en train de retravailler le mode de sélection. Et un comité de sélection composé des partenaires, des avocats du barreau de Caen sélectionne les 10 finalistes. Je crois que le nombre de dossiers reçus d'avocats cette année est énorme. 79, c'est énorme. Oui. D'accord. Et alors, on avait une question qui nous brûlait les lèvres avec toute l'équipe, c'est que vous recevez les plaidoiries écrites des élèves avocats, en tout cas au mois de décembre, donc à peu près un mois avant. Au mois de novembre, oui. Au mois de novembre, ouais, donc 2 mois avant. Est-ce qu'il y a des choses que pas que vous censurez, mais que vous demandez de modifier? Est-ce que ça peut arriver? Pas du tout. Non. D'accord. Donc c'est vraiment. Et c'est une sélection anonyme. Ah oui, d'accord. D'accord. Et donc vous recevez juste pour avoir au préalable les plaidoiries rédigées que vous mettez dans le recueil. Le recueil Voilà, après. on leur demande à tous, que ce soit les lycéens, les élèves avocats ou les avocats, juste avant les vacances de Noël finalement, de nous envoyer leurs textes qu'ils ont le droit de retoucher. Enfin, ils ont le droit à la marge, mais on ne va pas non plus les empêcher de rendre un texte propre et qui est imprimé. C'est vrai qu'il n'y a aucun style imposé finalement. Non. Le thème l'est plus ou moins, mais le style... Le thème, non, pas du tout. Non, c'est donc les droits de l'homme, les libertés... C'est l'actualité, c'est les droits de l'homme dans l'actualité. Les cas d'atteinte aux droits de l'homme, mais le style est libre, totalement. Et on l'a vu d'ailleurs que les candidats ont des styles très différents les uns des autres. Et chez les lycéens, c'est encore plus visible. J'imagine, parce qu'ils sont sûrement moins influencés par la forme que les élèves avocats ou avocats peuvent, entre guillemets, doivent respecter dans leur métier, au futur métier. Ok. Et ben j'ai l'impression que c'est la pause du midi. C'est Je ça. crois Donc aussi. On va se faire envahir. Oui. Bah du coup on vous remercie, Merci pour votre beaucoup. passage, c'est génial. Merci. Et continuez comme ça. Bravo Il y aura une ces 31e édition. Je crois. On va s'y mettre très bientôt. C'est vrai, c'est un an auparavant. Non, c'est pas un an, c'est 9 mois. Ah oui, Mais quand tout de même. même. D'accord. Oui, c'est un sacré événement. Oui. Eh bien, Merci. merci à vous. Et Merci beaucoup. on se retrouve tout à l'heure pour un nouvel invité. Cut. Comment on protège les droits de l'homme dans le monde grâce aux institutions juridiques? Alors, l'idée, c'est pas de vous refaire un cours de droit. Mais tu pourrais, des Gaëlle. droits et libertés fondamentaux. Là, c'est d'en parler un petit peu vaguement pendant 5 minutes, parce que c'est vrai que hier et aujourd'hui, pendant le concours, les candidats s'appuient sur des textes. Et c'est ce qu'on leur demande d'ailleurs, parce que l'idée, c'est pas juste de défendre un droit qui est naturel, donc au-delà des textes, mais aussi de s'appuyer sur des outils de protection qui ont été créés, donc à la fois au niveau national et au niveau international. Alors en France, nous, on a une constitution depuis 1958 qui déjà nous assure comme une sorte de code finalement des droits et libertés fondamentaux. Il y a d'autres textes à l'intérieur. Il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui est prévue à l'intérieur, la Charte de l'environnement. Enfin, donc c'est des textes sur lesquels on peut s'appuyer. Si jamais il y a une violation d'une de ces dispositions, il y a le Conseil constitutionnel qui est là pour s'assurer du respect de ces dispositions. Après, au niveau international, la France, elle est aussi partie à de nombreuses conventions, comme d'autres pays, de protection des droits de l'homme. Parce que, en fait, au lendemain des atrocités de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une sorte de sursaut un peu de la communauté internationale. C'est la fin de cette plaidoirie. Standing ovation pour ce participant. Sans doute le meilleur, je parie sur lui. Hein. Ouais, Avec franchement. une petite pièce sur lui. Ah oui, une piécette. Et il reste longtemps, il kiffe. Il reste longtemps. Ah non, mais là, alors ça fait 2 jours qu'on est là, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça, ça fait 10 secondes qu'ils applaudissent.
Mais malheureusement, ça n'est pas à l'applaudimètre. Hein. Ouais, mais c'est sûr qu'il va gagner. Hein. Ah ouais, on retient Attends, ça. on n'a pas vu les autres. Hein. Oui, c'est vrai. On va voir ça tout à l'heure. Oui, alors... Je reprends. Les aléas du direct. Exactement. Donc je disais qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une sorte de sursaut de la communauté internationale qui a fait une priorité de la protection des droits de l'homme et des droits et libertés fondamentaux. Donc là, en 2018, on a fêté les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle a beau être extrêmement symbolique, elle l'est presque uniquement parce que comme elle n'a pas le caractère d'un traité, elle n'a pas de force juridique contraignante à l'égard des États. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les États qui ont signé, certes, se sont engagés, entre guillemets. Si jamais ils ne respectent pas, il n'y a pas de sanction. C'est aussi pour ça qu'on a ce genre de concours où on peut dénoncer des violations par les États. Les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, cette fois j'y reviens, on peut les invoquer devant les juridictions nationales. Ça veut dire qu'un avocat français peut citer un article de la Convention européenne pendant sa plaidoirie, même si c'est un texte international. Ouais. Donc pour vous donner des exemples, si vous n'êtes pas encore trop au fait de ces libertés fondamentales, dans la Convention on a le droit à la vie, on a l'interdiction de la torture, des traitements inhumains, l'interdiction de l'esclavage, enfin des choses qui justement sont apparues comme des droits Inaliénables. Inaliénables et puis supérieurs en fait, supérieurs et qui étaient une sorte de base pour tous les États et donc que tous les États s'engageaient à respecter. Après, forcément la pratique est un petit peu plus compliquée. On n'est pas aussi crédule sur le fait que ces textes, qui ne sont pas tous obligatoires, suffisent pas. Et c'est pour ça que souvent, là, pendant les plaidoiries, les candidats vont souvent dire il avait ratifié cette convention, il avait signé, il est membre de cette convention. Pour autant, personne ne dit rien parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des relations diplomatiques entre les États aussi. Qui sont pas, c'est difficile de parler pendant que quelqu'un parle à côté, hein, on est Ouais, d'accord. c'est pas facile. ouais. Ouais. Mais moi j'aurais quand même. Il pourrait se taire. Hein, quand même, hein. J'aurais quand même un mot à dire sur tout Dis ce qui a ton été mot, dit. Basile. Un mot. Vas-y. Ce qui est extrêmement intéressant dans cette matière-là, c'est que le droit international, parce que là on parle beaucoup de droit international, enfin forcément les libertés fondamentales, c'est du droit international, c'est garanti par le droit international. En tout cas, ça serait bien que ça le soit. Ce qui est très très intéressant, c'est que forcément le droit international se heurte à la souveraineté des États. C'est-à-dire que très simplement, si on fait un schéma, on a le droit international qui est tout beau, tout propre et qui dit on garantit l'interdiction de la torture, on garantit le droit à la vie et tout. Et puis d'un coup, il y a les États-Unis qui participent à ce droit international, qui vont dire ah non, on est en guerre contre eux là, du coup on se retire de ça, on ne fait plus. Et on ne peut rien faire. Non, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et donc finalement, toutes les institutions, tous les textes que tu as cités, toute la question c'est de se dire mais comment on peut les rendre vraiment utiles et efficaces puisqu'il suffit qu'un État se retire ou qu'il dise non je le fais pas. Et on ne peut rien faire finalement. Ouais. Donc c'est une question qui diplomatique. reste sans réponse. Ouais. Ouais. On se retrouve avec une candidate du jour, Amel Merabé. Bonjour Amel. Bonjour, merci va, beaucoup ça de votre va accueil. Oui, ça va super bien. C'était ce matin alors. Hein. Oui, à 11h10. La pression est retombée. La pression est retombée, oui, on le sent là. J'ai un coup de fatigue du tonnerre. Bon, le concours va recommencer, donc ça sera une très courte interview. On va pouvoir se mettre dans la peau d'un candidat. Ouais. Alors, petite présentation. Donc, vous vivez en Suisse, c'est bien ça? Oui, exactement. Et vous êtes avocate en Suisse? Oui, à Genève. Ouais. D'accord. Je suis inscrite au barreau de Genève et voilà. Et donc votre plaidoirie aujourd'hui s'intitulait, si vous m'arrêtez si je me trompe, la dernière chronique de Jamal Khashoggi, un plaidoyer en faveur de la liberté d'expression dans le monde arabe. Exactement. C'est bien ça. C'est un très long titre, c'est moi. C'est un très long titre, mais en tout cas il est très clair, donc c'était très bien. Là on attend les résultats en fin de journée. Donc comment est-ce que vous avez entendu parler de ce concours français, enfin, international, mais se passant en France? Comment vous avez entendu parler de ce concours et qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer? Écoutez, je crois que j'ai dû voir quelque chose sur internet concernant ce concours. Je n'avais pas forcément entendu parler au sein de mon barreau à Genève. Moi personnellement, j'aime particulièrement l'exercice de la plaidoirie. Donc quand j'ai pu découvrir sur YouTube des extraits de plaidoirie de confrères qui viennent de tous les continents, je me suis dit pourquoi j'irais pas représenter Genève lors de ce concours, et me voici parmi vous. Et vous trouvez que le niveau est élevé pendant ce concours ou... Oui, bien sûr. Ouais. Oui, il est très élevé. C'est un exercice très différent également, parce qu'on n'est pas dans l'enceinte d'un prétoire, on est au milieu d'un mémorial. Donc
Je pense que la plaidoirie, c'est aussi important de savoir à qui on s'adresse. Là, on n'est pas devant une juridiction, nous ne sommes pas devant des juges, donc c'est un public différent. Donc je pense que le message doit être délivré également d'une manière différente. Vous exercez depuis combien de temps là à Je suis Genève? inscrite depuis 2016. D'accord, donc finalement assez... Oui, c'est très récent. C'est assez récent. On doit avoir à peu près le même âge, vous et moi, on est la même génération. Et vous exercez dans quel domaine en particulier? Vous avez une spécialité ou vous Non. êtes généraliste? Oui, le cabinet pour lequel je travaille, c'est un cabinet généraliste et essentiellement, donc, je pratique le judiciaire, civil et pénal. Donc c'est ce qui m'intéresse, j'aime beaucoup la plaidoirie, le conseil c'est sympa, mais j'ai besoin un petit peu de ce challenge et j'aime énormément la scène. Oui, finalement c'est un peu une tribune qu'on ne donne pas forcément à tout le monde, qu'on ne donne pas souvent et qu'on donne peut-être encore moins aux jeunes avocats. On a même des lycéens qui peuvent y participer le vendredi. Est-ce que vous pensez que l'art oratoire, ça pourrait ou ça devrait être quelque chose d'enseigner plus tôt et de manière... Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse. Ça dépend d'où l'on parle, parce qu'en France, je ne sais pas exactement... Est-ce qu'en fac de droit, pendant votre cursus, vous avez eu l'impression d'être assez préparé à la pratique, à l'art de prendre la parole en public? Alors honnêtement, moi je dirais oui. Oui, sincèrement. Parce que finalement, on a quand même des associations autour aussi de la faculté de droit, comme on a un club de débat qui nous permet chaque semaine de se retrouver entre étudiants et sur des sujets parfois très sérieux, parfois pas mal du n'importe quoi, débattre de tout et de rien, et ça nous apprend aussi l'art d'argumenter. Donc je trouve qu'on est en tout cas l'importance de l'art oratoire est pris en compte dans notre cursus. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe c'est à peu près la même chose. Depuis vos latitudes. Ah, ok, on a deux avis différents. C'est parfait. Moi, je trouve que l'art oratoire n'est pas pris assez sérieusement en la fac de droit. Il y a une association qui organise des concours d'éloquence. Oui, mais il faut faire la démarche. Ouais. Ah oui, mais il faut faire la démarche. C'est pareil en Suisse, du coup. Bah oui. Oui, c'est vrai que oui, non, mais c'est vrai que ce que je reprocherais au cursus universitaire, c'est d'axer principalement et même presque entièrement la formation sur la théorie. Et la théorie, voilà, on la voit en large et en travers. On a des bouquins et de la rédaction. Par contre, apprendre à prendre la parole en public, faut aller voir une association, avoir le courage déjà de faire la démarche, mais il y a on nous apprend pas à le faire, et c'est pour ça que je trouve que il y a beaucoup de bienfaits, ce genre de concours qu'on a en fac aussi. Oui, c'est une démarche aussi peut-être volontaire. C'est vrai qu'après, peut-être que le but de la faculté, de l'université est différent. Moi, je pense que c'est surtout pour former des juristes, pas forcément des avocats. Donc si c'est la plaidoirie qui vous intéresse, si c'est cela qui vous anime, il faut aller chercher cela, parce qu'on peut très bien être inscrit au barreau et uniquement pratiquer le conseil, ne pas forcément être un plaideur en série. Donc je pense pas que ce soit obligatoire. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous espériez en ressortir de cette expérience? J'espérais pouvoir délivrer un message, en fait. Tout à l'heure, on parlait de prestige de ce concours, et ce n'était pas l'avis de Isabelle Bournier, qui ne pense pas que ce soit juste du prestige, mais effectivement une cause qu'on défend. Vous êtes dans cette logique aussi ? Oui, surtout que je viens de Suisse, donc bien sûr on a pu entendre parler du concours, mais je pense pas que c'est la même résonance qu'en France. Oui. Du coup pour nous, il n'y a pas spécialement de prestige, je pense, attaché au concours, même s'il y a énormément de respect pour l'institution. Ouais. Mais ce qui fait que non, évidemment, c'est une cause à porter. Et je pense que pour une bonne plaidoirie, c'est pouvoir réussir à convaincre à son issue, et pour pouvoir convaincre, il faut soi-même porter une conviction, je pense. Donc c'était plus dans une optique altruiste, entre guillemets, de mettre sur le devant de la scène un sujet qui vous tenait à cœur, plutôt que de ressortir vous, personnellement, grandi, avec plus d'expérience, avec plus de confiance en vous. C'était plus présenter votre cause avant de vous mettre un challenge personnel. C'était Moi, d'abord... c'est une attitude combative, la plaidoirie, dans le sens où on monte sur... Là, c'est une scène, et c'est pour porter des mots, porter une cause, avant tout, en fait, et avant soi. Et justement, c'est pour ça que j'ai choisi aussi le sujet de la liberté d'expression dans le monde arabe, à travers l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui a fait passer sa mission d'information avant sa propre vie. Il l'a payé au péril de sa vie, vraiment
son courage et son sacerdoce. Et je pense qu'il y a une résonance entre la profession d'avocat et la profession de journaliste. Et c'est ce que j'ai essayé de porter là, ce matin. Eh bien, très bien. Donc, grosso modo, l'important, c'est de participer. En l'occurrence, c'est le cas, ça n'est pas de gagner. Participer, continuer à participer. D'être écouté. Et c'est magnifique. Merci Amel Mirabet. On vous laisse rejoindre vos Oui, collègues pour merci à assister vous. tout cet après-midi Merci beaucoup d'être venu. au concours de plaidoirie. Et à une prochaine sur Radio Juriste. Et bonne chance. Gaëlle, tu vas garder la parole, Oui. tu sais, tu vas nous parler de ce concours. Alors, tu as des infos sur ce concours 2019 en particulier, mais aussi Ouais. de l'histoire de concours depuis 30 ans. Alors, bon, c'est vrai que le concours aujourd'hui pour les avocats existe depuis 30 ans. Le concours élève avocat est plus récent puisque c'est la 9e édition Ouais. cette année. Et le concours lycéen, pour ce cas-là, c'est 22e édition. Donc, c'est un concours de plaidoirie pour les droits de l'homme, exclusivement, qui est organisé par le mémorial dont parlait Basile de Caen, Cité de l'Histoire pour la paix. Et donc, ça donne la parole à des lycéens, élèves, avocats pour plaider un cas d'atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Donc, ça permet de mettre en lumière des cas qui ne sont pas forcément médiatisés ou alors pas de la façon dont... Oui, souvent les membres même les gens dans le public s'étonnent d'entendre des cas qu'ils ne Oui. connaissaient pas. Oui, quoi. c'est ça, et qui sont révoltants. Mais pour Ouais, le ouais, coup, ils ne sont pas forcément la une du JT de 20h. Quoi. Cette année, donc... Vas-y, je veux bien qu'il y ait du bruit, mais quand même se moucher en plein direct, non, ça. Écoutez, on est en plein hiver en Normandie. C'est vrai qu'on est tous tombés malades cette nuit. Dans notre Airbnb, Moi, ça va. pendant que Gaëlle prenait une douche à 1h À 1h du du matin. matin en réveillant tout le monde. Voilà. Mais bref, on n'est pas là pour... Est-ce qu'on est là pour demander à Gaëlle pourquoi prendre une douche à 1h du matin et réveiller tout le monde? Non, je pense pas qu'on est là pour ça. Non, on n'est pas là pour ça. Très bien. Alors, Aujourd'hui, en 2019, quid de ce concours? ben oui. Alors, vendredi, le concours des lycéens était présidé par monsieur Philippe Gueluc. Tout le monde connaît à peu près. Philippe Monsieur Gueluc. le chat, quoi. Oui, le chat. Donc, c'était 10 équipes. On dit équipe parce que les lycéens ont une sorte de dérogation. Ils peuvent présenter leur plaidoirie à 2. Ah Et bien sûr, et oui, vous ne le saviez point, il y avait donc un duo cette Non. année. Non, je le savais pas. Il y avait un duo cette année qui n'a pas remporté, mais peu importe, l'important c'est de... Participer Exactement. Pierre de Gaëlle. Coubertin. Oui, d'ailleurs. Donc les lycéens ont cette dérogation-là. Les élèves avocats, dont on a vu les plaidoiries hier, le concours était présidé par monsieur ou maître Henri Leclerc, le grand avocat pénaliste. Un monument des avocats français. Là, pour le coup, la directive était de plaider pour un cas avéré et individuel de violation des droits de l'homme, inspiré de l'actualité récente. Donc, c'est ce que nous avons vu. Et aujourd'hui, donc, la plaidoirie des avocats est présidée par maître Christiane Ferral-Schul. Cette année, donc grâce au soutien du Conseil national des barreaux dont Mme Christiane Ferral-Schul est Et la présidente. présidente, il y a eu plus de 80 plaidoiries qui ont été reçues en provenance de 27 pays. Aujourd'hui, ils sont 10 finalistes des barreaux du Bénin, de France, de Belgique, du Canada, de la Suisse et du Mali. Ils viendront, donc là, ils sont en train de plaider aujourd'hui. Là, c'est d'ailleurs un Canadien qui est en train C'est de le Canadien qui est en train de plaider. Alors, On dirait qu'on est au JO en train de dire le Canadien est en train de En train participer. de commenter C'est ce qui se une passe en belle fait. anaphore de la part du Canadien, le jeune espoir C'est un canadien. Canadien en vrai? Oui, oui. Oui, oui, Silence, les Canadiens. silence, on écoute. Ah oui, c'est complètement un Canadien. C'est un Canadien. Ouais. C'est un Canadien. Donc ils plaident devant un public là de 2000 personnes. Un jury présidé donc, comme je l'ai dit, par la présidente du Conseil national des barreaux, aussi ancien bâtonnier du barreau de Paris. Leur thème, les libertés fondamentales, en référence à l'exposition Rockwell, Roosevelt et the Four Freedoms. Alors ce tableau-là, il est du peintre et illustrateur américain Norman Rockwell. Donc les candidats sont jugés sur le sujet, la solidité de l'argumentaire juridique, la force de conviction, le talent oratoire, l'originalité du sujet et le respect du temps de parole. Ce tableau dont il parle dans le sujet, il va être exposé pour la première fois hors des États-Unis, là au Mémorial de Caen, du 10 juin au 27 octobre 2019. C'est vraiment incroyable. Donc ce tableau-là, en fait, il fait référence à un discours du président américain Franklin Roosevelt, donc le discours des 4 libertés qui a été prononcé le 6 janvier 1941. Et donc ces 4 tableaux, les uns à côté des autres, qui mettent en image ce discours et donc qui mettent en image 4 libertés essentielles: la liberté de parole et d'expression, la liberté de culte
et la liberté Et de non-culte. ou de non-culte, la liberté de, comment on peut dire, Mais c'est ça, hein. De croire ou de ne pas croire. liberté quoi, de penser presque. Oui, Oui, pratiquement. oui. Enfin, Florent Je suis Pagny. contente. Oui, Je donnerai à chaque fois un auteur. Hein. oui. J'entends bien, j'entends bien. La troisième liberté, c'est la libération de la misère, et la quatrième, la libération de la crainte. Ce qui équivaut à une réduction générale, je cite, ce qui équivaut à une réduction générale des armements, réduction si complète et si absolue sur toute la surface de la Terre qu'aucune nation ne sera en mesure de commettre un acte d'agression armée contre aucun de ses voisins, où que ce soit dans le monde entier. Ça a Vous bien savez qui fonctionné. dit ça? Roosevelt. Ça a bien fonctionné. Ça, je veux C'est pas quand remettre même en pas doute, mal. hein, mais On n'est pas là pour juger, Basile. bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui, les candidats vont se saisir De la question. d'une de ces atteintes à une de ces libertés. Là, Ouais. par exemple, pour tout vous dire, on est en direct. Maître Mathieu Jacques. Et ben, je Maître me tirerais Mathieu bien une Jacques- bûche avec Maître Mathieu Jacques, sa plaidoirie s'appelle « Un silence assourdissant ». Et j'invite tous les auditeurs de Radio Juriste à aller voir sur la page Facebook ou sur YouTube du rediff. Mémorial de Caen les vidéos des plaidoiries, que ce soit les lycéens, les élèves avocats ou les avocats. Alors si vous voulez pas vous faire 6 heures de plaidoirie, libre à vous. Et les vidéos Mais font c'est- 7 heures. Hein, ouais. Mais allez en voir une, ça dure 10-12 minutes et c'est très impressionnant. Et Voilà. intéressant. Et très Ouais, intéressant. 8 minutes pour les bacheliers, Ouais, 10 minutes pour les élèves avocats et 12 minutes pour les avocats. Ouais. Voilà, c'est ça le timing. Et donc cette année, toi Gaëlle, tu as regardé un petit peu tous les sujets Ouais. et ça traite d'actualité évidemment, mais est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage? C'est difficile à dire forcément. Je pense que c'est un petit peu influencé par l'actualité, même si pour le coup les avocats ont pas cette exigence de prendre un sujet d'actualité. Oui, Évidemment, on parle beaucoup des migrants. migrants, c'est possible. On va parler du droit des femmes dans le monde c'est ça. également. La On a religion. on a parlé beaucoup de l'homophobie aussi et de Le la terrorisme transphobie aussi, du transphobie, terrorisme. terrorisme. Donc Mais voilà, et tout ça, c'est malheureusement, souvent comme lié à disaient la religion. nos invités, c'est aussi qu'il y a des sujets qui reviennent tous les ans. Régulièrement. ouais. Tous Ouais. les ans, et non pas parce que c'est des sujets populaires, mais parce que c'est des sujets qui n'évoluent pas. Et des cas d'atteinte qui sont toujours d'actualité, qui étaient d'actualité il y a 30 ans au moment de la création du concours. Comme on a pu le comprendre avec nos invités, c'est quand même la surprise qui plaît le plus au jury. Si on prend toujours le même sujet que l'année dernière, qu'il y a 10 ans, d'entrée de jeu- Ou alors on prend un sujet qui a déjà été fait, Mais sous mais un la autre, plaidoirie est surprenante. Voilà. La façon de le faire est surprenante. Ouais. D'accord. C'est tout ce qu'on peut dire sur ce concours? Bah écoutez, c'était une sorte de petite synthèse de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe ici depuis 30 ans. On se retrouve avec Gaël Balavoine, bâtonnier d'ordre à Caen. Bonjour Gaël, Oui, bonjour. comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors il est présentement 13h45, c'est donc la pause déjeuner, ça va bientôt reprendre. Vous faites partie du jury aujourd'hui, hier et avant-hier. Oui, effectivement, j'ai participé en tant que bâtonnier pour le 30e anniversaire du concours de plaidoirie. J'ai pris l'initiative de participer aux 3 concours. Le premier du vendredi, le concours lycéen. Celui du samedi, concours élève avocat. Et celui d'aujourd'hui, donc concours avocat. Ok, ça se passe bien pour l'instant? Ça se passe très très bien, le niveau d'excellente qualité. On est parti très très fort vendredi avec des lycéens qui nous ont tous fait une prestation exceptionnelle, sans notes, tous remarquables, Ouais. avec beaucoup d'émotions pour plusieurs candidats, donc c'était vraiment extraordinaire. Hier, concours élève avocat, pareil, excellent niveau. Et ce matin, les premiers candidats en tout cas poursuivent sur la même tendance. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un cas d'égalité cette année ou historiquement les années précédentes? Ou est-ce que chaque année il y a un candidat qui se démarque automatiquement? De mémoire, il y a eu des cas où le jury était trop partagé pour décider qu'il y aurait un vainqueur. Donc il me semble qu'il y a déjà eu des précédents, mais je ne peux pas vous le garantir. Ah oui. Non, il me semble, mais le jury a 30 ans. Donc il y a 30 ans, je peux vous dire que je n'étais pas là pour m'occuper du concours de plaidoirie. Alors justement, vous allez vous présenter. Ça fait depuis très longtemps que vous faites des concours. Vous participez en tant que jury. Vous avez participé à beaucoup de concours de plaidoirie. Alors, je suis avocat depuis quelques années maintenant. J'ai participé en tant que membre du Conseil de l'Ordre, parce que c'est un partenariat aussi, le concours des avocats, le concours du mémorial, le concours international, a été créé par des avocats de Caen. Et depuis 30 ans, le barreau de Caen travaille
avec le concours de plaidoirie, avec le mémorial et la ville de Caen pour monter l'opération, même si la logistique, l'essentiel de la logistique, c'est le mémorial qui s'en occupe, mais en tout état de cause, nous intervenons au stade de la sélection, la présélection des candidats. Et à ce titre, j'ai participé effectivement à plusieurs événements. Ça fait sur les 5 dernières années, j'ai dû faire 4 jurys de présélection. Est-ce que vous, personnellement, en tant qu'étudiant, élève avocat ou avocat, vous avez pu participer à ce genre de concours en tant que candidat? Alors aucunement, puisque à l'époque où j'ai fait mes études, c'était pas le concours de plaidoirie a été créé, je crois, en 1989. Donc à l'époque où j'étais étudiant, on ne vous offrait pas la possibilité de participer à tel concours, mais je sais que ça se développe de plus en plus, c'est une très bonne chose puisque l'oralité fait partie de tous les métiers et essentiellement en matière juridique. Il faut qu'on puisse présenter un dossier, qu'on travaille dans le judiciaire ou dans le juridique de manière générale, il faut qu'on puisse convaincre l'interlocuteur. On a des arguments à faire valoir et l'oralité est un vecteur déterminant. Le but, c'est de convaincre son interlocuteur et on ne peut pas convaincre si on ne maîtrise pas le parler. Alors justement, dans les critères de sélection, vous êtes membre du jury, est-ce que vous allez essentiellement vous baser sur les arguments juridiques, parce que c'est quand même un concours de plaidoirie, ou sur l'art oratoire, l'art de convaincre? Simplement l'éloquence? C'est un tout. Ouais. C'est un tout. Le but, quand on est juré, en fait, on est comme un juge. On va voter pour celui et pour ceux qui nous ont convaincre le plus. Voilà. C'est vraiment ça ce qui est déterminant. Il y a bien évidemment le thème, la cause, le cas défendu, mais il y a la manière dont on défend ce cas va vous amener à être plus ou moins convaincu. Et si le propos est indigent ou si le propos est difficile à suivre, au bout d'un moment vous lâchez. Donc c'est vraiment un ensemble. Parce que c'est intéressant parce qu'il y a un prix qui est décerné par le public aussi. Et dans le public, nous on a interviewé quelques spectateurs, il n'y a pas que des avocats ou des juristes. Non, bien sûr. Et du coup, eux, de ce qu'on a compris, ils vont surtout se baser sur les effets de manche, la prestance, l'art oratoire. Et pourtant, c'est quand même très... Si il y a beaucoup de prestance mais qu'il n'y a aucun argument juridique, ça tient pas non plus la route. Il y a quelques années, un de nos confrères a gagné justement le concours de plaidoirie et c'était loin d'être le meilleur orateur. Mais vraiment de très loin. Donc c'est important aussi. Effectivement, mais la démonstration qu'il avait menée devant le public, devant le jury, était tellement implacable, tellement imparable, qu'il a emporté la conviction de tout le monde. Donc l'art oratoire n'est vraiment qu'un vecteur. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, me semble-t-il. C'est pas ce qui va emporter la conviction, et même je pense pour le public. Après, il faut que les personnes se sentent concernées par ce que dit la personne. On peut dire une chose de manière exceptionnelle, alors que cette chose est pleine de vacuité. Donc c'est vraiment important, c'est un tout. C'est un tout. D'accord. Il vous est déjà arrivé de pleurer ou d'avoir des émotions pendant un concours, de vous prendre vraiment au jeu? Ah oui. Pas plus tard que vendredi, la candidate qui a gagné le concours lycéen a ému tout le monde, je pense, y compris au sein du jury. Il y a eu une émotion qui font que... après, il y a eu des discussions, je ne vous révélerai pas ce qui s'est dit derrière, mais on a, et c'est pas la seule d'ailleurs, d'autres plaidoiries et avocats également, il y a une ou deux personnes qui nous ont accrochés. Alors, je vous présente quand même 2 personnes qui ont tenté des concours de plaidoirie et d'éloquence et qui n'ont pas réussi, qui ne les ont pas gagnés. C'est très différent, éloquence et plaidoirie, en plus, mais de toute façon, c'est ça. Il y a quand même un jury qui va beaucoup entrer dans les conditions, qui va jouer beaucoup dans c'est ce que tu disais, Basile, c'est-à-dire que quand tu connaissais le jury, tu savais qu'est-ce qui allait plaire. Bien sûr. Et donc tu as agencé ta plaidoirie en fonction du jury. Ouais. Là, en l'occurrence, ils n'ont pas fait des recherches, ils ne nous connaissent pas du tout. Ils ne nous connaissent pas, on ne les connaît pas non plus, bien évidemment. Donc là, c'est vraiment de la prestation, c'est le travail. Bon, ils ont quand même l'avantage par rapport aux tout premiers qui concouraient, c'est qu'ils peuvent voir maintenant en ligne ce qui a été fait sur les années précédentes. Mais c'est tout. Ouais. Après ce qui importe, c'est vraiment qu'ils trouvent le cas qu'ils vont pouvoir porter comme étant pour eux une violation des droits de l'homme. Après, tout est ouvert à partir du moment où ce qu'on peut peut-être reprocher ces dernières années, c'est justement on a simplement des avocats qui plaident pour la veuve et l'orphelin. On aimerait bien, en tout cas moi j'aimerais bien, que les prochains candidats viennent avec la volonté de défendre une personne dont on pense a priori qu'elle est indéfendable. Oui.
Et l'art, l'exercice est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut amener à soi, il faut rallier les personnes qui a priori une aversion totale par rapport à l'auteur de faits qui sont inqualifiables. Mais il me semble que c'est le propre d'un avocat et d'un bon défenseur des droits que de plaider pour une personne que personne ne veut défendre. Rien n'est tout blanc ou tout noir. C'est pour ça que j'avais trouvé très impressionnante la plaidoirie l'année dernière de Vincent Niclot, élève avocat, donc lauréat 2018, qui avait axé sa plaidoirie sur la photo de l'enfant syrien sur la plage, et il n'avait pas parlé, comme on pouvait s'y attendre, de l'atrocité de la situation des migrants, mais justement de l'atrocité de cette photo. Oui. Cette photo qui avait pu porter atteinte justement à cet enfant. Et je trouvais que c'était un axe très surprenant et... On s'y attendait pas, quoi. S'y attendait pas, et ça aurait pu... Dans tous les dossiers, il y a toujours différents angles d'attaque. Bien sûr, oui. Après, là, l'exercice, c'est de prendre celui qui sera le plus intéressant et pourquoi pas de trouver le contre-pied. On vous attend sur tel ou tel thème et finalement, vous faites autre chose. Avec un cadre qui a déjà été entendu. Il y a plusieurs sujets qui ont été développés depuis le début du week-end, qu'on avait déjà entendu l'année dernière, l'année d'avant. Bon, même si ce sont des cas avérés, malheureusement, ces cas-là, et récents, ces cas-là se répètent. Donc, l'idée, c'est de trouver vraiment le bon angle d'attaque. Merci Gaël Balavoine. On va vous laisser, le concours reprend à 14h avec merci à vous. Étienne Mangeot. Eh bien, bon concours et merci beaucoup d'être venu sur Radio Juriste. Et Basile, tu vas nous faire donc un tuto. Oh, exactement, un tuto. Déjà, bravo. Donc Basile, tu vas nous faire un tuto technique même, technicité, construction d'une plaidoirie. C'est ça. Alors, tu vas nous expliquer comment articuler. Comment articuler, alors du début de l'intro, les phrases. Est-ce qu'il faut s'entraîner en faisant de l'ASMR? Voilà, comment réussir une plaidoirie. Quand il ne parle plus, j'ai l'impression qu'on nous entend. Mais j'ai l'impression qu'on parle très très fort parce que je m'entends. On n'a pas envie de gêner les gens. Ouais. Donc du coup, Basile, ce tuto va démarrer maintenant. Alors, il faut savoir que chaque plaidoirie diffère des autres. Ça c'est important, ça paraît logique, mais pourtant, au fond, elles ont toutes la même construction. Il y a une certaine formalité à respecter, un formalisme à respecter quand on écrit une plaidoirie. Tout d'abord, comment commence une plaidoirie ? Il y a une formalité, encore une fois, à respecter, qui est Monsieur le Président, ou Madame la Présidente. D'ailleurs, on dit Madame la Présidente, pas Madame le Président. D'accord. Voilà. Non, c'est important parce que je me suis posé moi-même la question. Tu me disais qu'on pouvait dire les deux. Non, mais en fait, c'est comme les conneries de la langue française où on dit là, est-ce qu'on peut dire des handicapés ? C'est la même. Enfin, oui, en soi, il y a des règles. Il y a des règles, c'est juste que je pense. Alors, je suis d'accord, pour moi, il faut dire Madame la Présidente, mais à mon avis, on se fait pas taper sur les doigts si on dit Madame le Président. C'est comme Madame le Maire. Enfin, non, de toute façon, par contre, on se fait taper sur les doigts si on dit les handicapés. Oui. C'est comme les haricots, non. Voilà. Alors, non, mais il y a des règles. On les respecte. Non, mais tu vois, en même temps, il y a des choses qui sont à l'origine incorrectes et qui rentrent dans la langue française et qui rentrent dans le dictionnaire et qui sont du coup acceptées. Mais je vous laisse continuer. Alors, une fois qu'on a commencé sa plaidoirie et qu'on a salué les membres du jury et l'auditoire, on commence par la première étape qui est l'exorde. Pardon ? L'exorde. L'exorde. Oui. Qu'est-ce qu'une exorde ? Donc ça sert à mettre le juge et l'auditoire en condition d'écoute. C'est l'équivalent d'une accroche au lycée quand on rend un devoir de philo. C'est finalement, ça peut être une citation, ça peut être... je sais pas moi, parler d'un extrait de film, enfin quelque chose qui va attirer l'attention. Tu sais ce qui s'est passé hier, le candidat qui a parlé donc de l'homophobie en Tunisie. Voilà, il a la commencé façon par dont il a accroché, il a commencé par insulter. On a l'impression qu'il insultait le jury, mais en fait non, c'était des insultes qui étaient proférées contre les homosexuels en Tunisie. Sauf qu'il a asséné de manière tellement dramatique et directe. Il a commencé en disant mesdames les assistants. Enfin, voilà, il a commencé en disant enculé. Il a dit enculé. PD, machin. Il a asséné. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurys, il est arrivé deuxième hier. Ah ouais. Et donc c'était ça, et ça nous a mis tout de suite en condition. Et ça c'est une exorde de qualité. En plus, ce qu'il avait pour lui, c'était une voix très impressionnante, mais ça nous a tout de suite mis à l'écoute. On avait son attention. Il avait notre attention. Le principe d'une exorde, c'est de mettre en condition d'écoute. Et là, forcément, on se demande tous s'il nous insulte. Donc on écoute parce qu'on veut savoir ce qui va se passer. C'est parfait comme exorde, justement. Oui, d'accord. C'est un des éléments les plus importants de la plaidoirie finalement, puisque ça attire l'attention de l'auditoire. Après l'exorde, il y a la narration. Alors la narration, c'est quoi ? C'est le rappel des faits.
Alors là, aujourd'hui, il n'y a pas de demandeur et de défendeur. Il n'y a pas de personnes pour et de personnes contre. Donc il y a un rappel des faits assez classique. Dans une plaidoirie où il y a un défendeur et un demandeur, ça va commencer par le demandeur qui va exposer les faits de manière très précise. Donc forcément, le défendeur, qui va faire sa deuxième plaidoirie, va exposer les faits qui vont être utiles à sa plaidoirie. Il ne va pas exposer les faits généraux, puisque ça a déjà été fait. Oui, c'est ça qu'il faut prendre en compte quand on fait un concours Exactement. De plaidoirie. Par faut exemple, réagir, à Rennes, ouais. on ne peut pas réexpliquer les faits, donc il Non. faut rebondir, et donc son texte, parfois, on doit le mettre un peu, Parfois, un en peu à fait, côté. quand quoi. le demandeur passe, le défendeur écrit tout ce qui est dit Ouais. pour pouvoir répondre aux arguments et que ça soit pertinent, en fait, D'accord. puisqu'il faut convaincre que l'autre a tort et que nous, on a raison. Donc ça, c'est très important. Exposition des faits. Voilà. Ensuite, il y a la division, troisième partie. La division, c'est l'annonce du plan. Pourquoi ? Parce qu'une plaidoirie, ça repose sur du syllogisme. Le syllogisme, c'est la façon, pas que en droit d'ailleurs, en philo ou n'importe quelle matière, c'est la meilleure façon de convaincre. C'est en 3 parties. On expose une mineure, par exemple, une majeure, pardon, en droit qui va être l'article 12 du Code civil dit ça. En l'espèce, ça c'est la mineure. Dans l'affaire, il s'est passé ça. Troisième partie, conclusion. Donc, il est innocent ou donc il est coupable. C'est ça un syllogisme et c'est imbattable. D'accord. On a des exemples Donc de en fait, on syllogismes. doit annoncer son plan, comme si c'était une dissertation, mais à Exactement. l'oral. À l'oral, Mhm. c'est ça. D'accord. Mais sans le dire expressément que c'est un plan en fait. Faut le sentir, mais on va pas dire. Alors, je commencerai par vous exposer ça, puis on peut le faire. Ça peut être, Si, ça ouais, peut être un, ouais, ça peut être une solution. Mais on peut aussi juste le sentir. Ouais. C'est-à-dire que faire une première phrase dans laquelle on sent que c'est une sorte de phrase synthétique de tout. Donc, en fait, on a l'habitude en droit de faire des annonces de plans. Et les annonces de plans, c'est juste une phrase avec, entre parenthèses, ce sera dit dans le A. Et à la deuxième moitié de la phrase, entre parenthèses, ce sera dit dans le B. D'accord. Sauf que ça se dit pas forcément. À l'oral, Ouais, non, mais du coup, c'est- ça laisse pas de place au coup de théâtre qui là aussi pourrait être très fort, quoi. Il n'y a pas de surprise sur Y a pas de surprise. les thèmes. Par contre, tu peux faire des surprises sur autre chose. Oui, sur la manière d'aborder justement l'axe qu'on va Ou sur donner le à contenu. notre. Ouais, c'est ça. De... Mais justement, on va y arriver. La quatrième partie d'une plaidoirie, c'est la discussion. Alors, c'est quoi la discussion ? Ça permet en fait l'application des principes juridiques énoncés. Je suis de plus en plus malade ici. Il faut vite qu'on parte de camp. Hein. Ça permet de confirmer l'argumentation. L'importance de l'ordre des arguments, en fait, c'est quoi ? C'est justement c'est tout ce que tu vas amener dans ta plaidoirie pour montrer que tu as raison, pour donner de l'importance à tes arguments. Ok ? Ouais. Donc tu donnes tes arguments, notamment dans la division, où tu vas exposer, par exemple, si on prend un cas d'école, en première partie, nous verrons que l'article temps dit ça, en deuxième partie, que l'article temps dit ça, et en fait, dans la discussion, il va falloir qualifier les faits et les faire rentrer dans tes Ouais, arguments, d'accord. pour qu'ils collent vraiment à ton plan. Tu Ok ? valides, Gaël, parce que tu tires une drôle de non, tête. Non, j'essayais de faire abstraction de la Non, voix, pas- c'est pas- très pas- difficile. Parce que si tu écoutes la Non, candidate, c'est très tu nous le dis tout difficile. de suite. Hein. En fait, je l'entends très très bien, bizarrement, mais je suis absolument Focus. schizophrène sur Lui, à gauche. bicéphale. Alors, dans cette phase de discussion, ce qui va être très important, c'est le ton de la discussion Ouais. et les gestes qui vont permettre de convaincre. Et les finalement. silences. Et je vais tousser encore une fois. Non, c'est pas possible, pas possible. C'est peut-être une pneumonie. Alors, Oui. c'est justement là ce que vous disiez, Martin, tout à l'heure, parce qu'on se vous voit, Maître Martin. Ce que tu disais tout à l'heure, encore une fois, le demandeur va construire son argumentation, très classiquement, puisqu'il commence. Le défendeur va devoir répondre à l'argumentation du demandeur. Donc c'est là que lui, il peut y avoir des coups de théâtre. Il doit donc forcément anticiper toutes les Ça, c'est son métier. possibilités Ouais, de mais le coup l'accuseur. de théâtre, c'est qu'il oublie ou que le demandeur trouve une petite faille juridique qui n'était pas prévue par le défendeur. Et là, le défendeur va devoir réagir à cette faille juridique. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est compliqué et qui est excitant Oui. dans une plaidoirie. Ouais, ouais. C'est vrai que sans faire une double plaidoirie quand on la prépare, c'est quand même intéressant de se dire à sa place, qu'est-ce que Mais j'aurais c'est fait. ça, de toute façon, on est exactement obligé- on ça. est obligé C'est d'anticiper. Ouais. exactement ça. Que ça soit pour le demandeur ou pour le défendeur d'ailleurs. Ouais. La cinquième étape, c'est la réfutation. C'est quoi la réfutation ? C'est que le demandeur pourra prévenir les arguments à venir de la défense. C'est-à-dire que, ça c'est Oui, exactement ce qu'on dit, le métier du demandeur, ça va être de prévoir ce qui va être dit par le défendeur, et donc dans sa plaidoirie de dire par exemple, alors mon confrère vous dira sûrement qu'il Oui. a fait ça, mais je vous répondrai que n'y a rien, alors qu'on ne Ouais. sait même pas s'il Tu va lui le dire. coupes l'herbe sous le pied. Mais hein. c'est la réfutation, c'est ça. Ouais. Voilà, ça c'est très scientifique finalement. Ensuite, la sixième étape, et avant-dernière étape, c'est la péroraison.
La péroraison, c'est quoi? C'est une sorte de conclusion générale finalement qui va permettre de clôturer la plaidoirie. Alors comme l'exorde, il va falloir conclure de manière théâtrale ou triste, qu'on se souvienne, drôle, en fait. mais qu'on se souvienne, voilà, et qu'on ait une C'est vrai bonne, que tu sais que ça marche. Enfin, c'est un conseil qu'on m'a donné aussi pour les copies à la fac. C'est très important de faire une bonne première et une bonne dernière impression. Ah bah, bien sûr. Mais je dis pas que le contenu peut être bidon quand les deux d'accord. sont bien, mais c'est vrai que quand on se présente entre guillemets et quand on quitte notre correcteur par exemple, c'est ce qui va rester. Ah bah, bien sûr. J'ai une question qui va être très triste. Est-ce que vous pensez que le physique de la personne qui va défendre ou accuser compte? Je fais tout de suite une comparaison avec un musicien ou pas. D'accord. Que tu le veuilles ou non, quand tu vois un pianiste Bien sûr. qui est beau, tu vois, qui est bien habillé, propre, on a l'impression qu'il joue mieux. Oui. C'est Dans vraiment tous- triste dans ce que je tous dis, mais les c'est la domaines, réalité. hein, dans tous Et les domaines. Moi, je Oui. pense que tu vois, le physique est important, mais pas forcément la beauté. Dans Ah le non. sens où Oui. le physique, charisme, ça peut vouloir dire que la personne qui est pas forcément, qui répond pas à tous les canons de beauté. Bien sûr que si la personne est vraiment à l'opposé des canons de beauté, le risque c'est que les gens se focalisent sur ses Ouais. défauts entre Mais guillemets. Ah ouais. comme ça peut être à l'inverse un risque, quand t'es très très beau, on se dit il Exactement. est juste très beau. Exactement. Et il est très con. Ouais. Voilà, quand on dit elle c'est une bimbo ou quand on dit lui c'est un branleur, Ouais. ça veut rien dire finalement. Mais c'est vrai que le physique est important, mais si la plaidoirie est bonne, et j'ai envie de dire, je crois que c'est Chanel qui disait quelque chose comme ça, si la plaidoirie est bonne, on va zapper. Tu penses que si son- Pamela Anderson va tout de suite là, sur scène, et Mm. fait une plaidoirie de fou Si elle n'est furieux, pas connue en tant que Pamela Anderson, oui, oui, je pense. Bah, Je pense que si vraiment elle est, Non, je sais pas. j'ai elle pas- choque tout le monde, elle surprend, que ce qu'elle dit est très pertinent, ouais. je pense que Moi, je dirais- on oublie. Je dirais juste une chose, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Je suis même certain que ça compte, que ça soit en mal ou en bien. Je dirais juste une chose aussi dont je suis certain, c'est que quand j'ai passé les concours de plaidoirie, plusieurs membres du jury m'ont dit c'était très bien. Enfin, quand j'ai gagné la première fois, ils m'ont dit c'était très bien. En plus, en costard, vous êtes très beau, ça Oui, dégage oui, une certaine voilà. prestance, donc oui, ça compte. Voilà. Mais ça m'a pas empêché de me faire éliminer au second tour. Enfin, je veux dire, c'est pas. Et cette élimination, il me semblait que c'est- c'était parce que, tu faisais trop de blagues et t'étais trop axé sur la scène. Et faire rire. Voilà, Il n'y avait pas, ça assez de forcément. base juridique par moment. Ouais, Je d'accord. privilégiais peut-être trop, justement, si on reprend les étapes. Voilà, la discussion, j'avais pas assez d'arguments juridiques et j'étais plus justement dans les étapes comme l'exorde et la péroraison, c'est-à-dire soigner mes conclusions, mon intro pour que ça les fasse rire, Les qu'ils se souviennent effets. de moi. Tu sais que c'est Mais- exactement ce qu'on m'a reproché, alors pas en plaidoirie mais en éloquence, c'est que je pense qu'on a, mais comme c'est ce qu'on me reproche depuis le début de la fac, hein, c'est que on voit où je veux en venir, c'est pertinent, sauf que ça va pas assez loin, et genre c'est pas assez approfondi, et justement ça. c'est cette idée, c'est pas une coquille vide, mais c'est il faut pas en oublier, c'est sûr, le contenu. Après ça va dépendre des concours et des jurys encore une fois, mais Bien sûr, bien sûr. Et la dernière étape, la 7e étape et dernière étape, ça c'est les prétentions. Et donc c'est quoi? C'est les demandes de notre client, hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on représente un client. Oui. L'allocation de dommages et intérêts par exemple. Et donc c'est là qu'on va dire c'est pourquoi je demande au tribunal de condamner monsieur X au versement d'une somme de 70 000 € pour l'ensemble des préjudices subis par ma cliente sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 par exemple. Et puis on va aussi entendre des phrases comme je demande notamment de verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux dépens c'est quoi déjà irrépétible. Voilà, c'est des phrases très classiques, mais ça fait partie d'une plaidoirie, c'est les prétentions. C'est la convention. moi, ce que j'aime bien, j'aime bien voir les plaidoiries comme toi, tu présentes une vérité, la vérité de ton client. Tu n'oublies jamais que de l'autre côté, il y a une autre vérité qui va être présentée par ton adversaire, qui est qui est aussi valable que la tienne. C'est une autre vérité. Et le juge, son rôle qui est démentiel, c'est de trancher et de prendre la vérité, même s'il n'y aura jamais la vérité, mais c'est lui, c'est la recherche de la vérité. Mais toi, tu vas défendre la vérité de quelqu'un, donc bien sûr qu'elle sera subjective, mais c'est ton rôle de l'être à fond. Mais en fait, c'est ça, tout est gris. Tout est gris. C'est ça, ouais. Et c'est génial d'assister à un procès, d'entendre la première plaidoirie, de se dire
Ils veulent défoncer. Non, mais première plaidoirie, je me dis, oh là là, il n'y a aucune chance qu'on pense quelque chose de différent que ce qu'il vient de dire. Genre, il m'a convaincu, c'est sûr, je pourrais jamais changer d'avis. Et là, l'autre avocat prend la parole et retourne la situation. Et il te retourne le cerveau et du coup, t'as autant envie de le croire lui que l'autre. Mais... Ici, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de... Non. Voilà, on répond ça, d'ailleurs il n'y a aux pas de questions réponse. des auditeurs qui nous demandaient s'il y avait questions-réponses. Réponses. Et est-ce que vous pensez que ça perd en pertinence Ah non. Non. Non, pas du tout. En fait, je pense que l'exercice est un peu différent dans le sens où là, même s'il n'y a pas d'adversaire direct qui va répondre dans la foulée à notre plaidoirie, on doit anticiper dans cette plaidoirie-là, les candidats doivent anticiper les critiques dans la tête des gens et de tout le monde en fait, parce qu'ils défendent des causes qui touchent tout le monde. C'est vraiment, on est sur les droits de l'homme. Donc c'est difficile de se voir imposer d'être pour ou contre quelque chose, parce que même si on n'a pas envie de mentir, il faut présenter. Après voilà, un avocat doit défendre tout le monde, peut défendre tout le monde entre guillemets, mais là on parle de causes. C'est même plus des personnes. C'est des causes, et voire même souvent, ils sont contre l'État, ou contre un État, une politique. Oui, mais après, les élèves avocats défendaient des affaires véritables, et ils défendaient parfois une personne physique. Ils défendaient une personne, mais je veux dire, il n'y avait personne en face, à part peut-être un gouvernement ou un régime. Mais du coup, ça arrive, je veux dire, quand par exemple Laurent Gbagbo a été amené devant la Cour pénale internationale, il avait un avocat. Des avocats. Et il y avait l'avocat général, le procureur, pas de la République mais du monde finalement, qui attaquait et qui se heurtait à un défenseur de cet homme-là qui prenait quand même la défense d'un... Globalement sur le papier. Ce serait marrant un concours de proc. En tout cas, c'était très intéressant, Maître Rousseau. Écoutez, ce fut un plaisir. Bon, et moi je voudrais remercier le Mémorial de Caen parce qu'on a été accueillis comme des rois. Comme des rois. Petits soins, ils étaient aux petits soins. Ouais. En plus, on a notre espace ici pour faire notre émission. Et on a une vue plongeante sur le cœur du spectacle. Exactement. Ils ont été comme ça, donc on les remercie. On remercie aussi tous nos invités qui sont venus. Merci beaucoup, ils se sont prêtés au jeu. Pour nous, une radio grandiloquente. Grandiloquente, oui. Radio Juriste. Je vous remercie aussi tous les deux. Parce qu'il fallait quand même venir à Caen, puis t'es tombé malade en Normandie, donc c'est dernière fois que tu viens en Normandie? Oh non, je reviendrai sans doute l'année prochaine. Bon tu prévois les médicaments, tu anticipes. Petite pub, le Facebook, l'Instagram Mémorial de Caen, vous pouvez aller sur le Facebook, nous notre Facebook Radio Juriste, Instagram beaucoup de stories, le Twitter Basile que tu gères d'ailleurs. Que je gère, exactement. Et abonnez-vous parce que ça nous aide, vraiment. C'est vrai qu'on le dit pas assez. Mais non, on a l'impression qu'un petit j'aime comme ça perdu dans la masse, ça ne fait rien. Non, mais surtout qu'on a peur de demander. Moi, ça me dérange de quémander des j'aime. Ça fait très youtubeur. Ça fait un peu, je vends mon âme. Ouais, ça fait l'aumône. C'est ça. Ça fait l'aumône. Mais n'empêche que c'est vrai. C'est-à-dire que si on aime quelque chose, on a envie de le soutenir, des fois ça suffit. Alors que si on laisse que les gens qui n'aiment pas donner leur avis, ça peut couler un truc. Mais alors peut-être que si on n'a pas de j'aime sur cette vidéo-là, c'est que personne ne l'aura aimé. Et c'est que tout le monde s'en fout des droits de l'homme. Au revoir. Je me suis permis ça. C'est que tout le monde est nazi. Voilà, super. On va se faire gronder. Bon, il faut arrêter maintenant. Bon, écoutez, on va continuer à regarder cette finale et on vous dit à la prochaine. On se quitte quand même sur la musique Bienvenue en droit. Et à une prochaine sur Radio Juriste. Au revoir Gaël. Au revoir Martin. On dit qu'à l'université y a que des soirées, mais toi t'as bien compris qu'il y a que du droit consti. Ta petite amie Cécile est remplacée par le code civil, ton bon pote Pascal par le code pénal. Bienvenue en droit. Pauvre de toi. Bienvenue en droit. Pauvre de toi. En histoire des sources du droit, t'écris trop, t'as mal au doigt. Allez, un petit kiff, on va en droit administratif. À ton gala de droit, c'est 30 € le repas. Et quand tu m'as des culs, c'est que t'es à la BU. Bienvenue en droit. Pauvre de toi. Bienvenue en droit. Pauvre de toi. À Noël, t'as des partiels en mais tu dois réviser. Si t'as pas de stage, alors c'est les rattrapages. Tes potes sont à panneau, mais toi t'as un galop.
Allez, va te la coller, je rigole, t'as un TD. Bienvenue